Stemet, qui commande la brigade de gendarmerie de transport aérien de Clermont-Ferrand. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des drones, du phénomène drone. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Le major Stemet va dans quelques instants vous sensibiliser surtout sur la réglementation. Vous donner quelques cas, des statistiques qu'on a eu cette année, qui iront jusqu'à 2013. On ne va pas tellement vous parler de technique sur l'appareil en lui-même. Voilà, ce n'est pas tellement notre domaine. Voilà. Donc je vais laisser la parole au major Stemet. Voilà, bonjour. Comme l'a dit mon collègue, on est de la gendarmerie des transports aériens, donc on est basé à Clermont-Ferrand. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la GTA, parce que vous ne savez pas, brièvement. Donc on est une unité spécialisée de la gendarmerie. On est placé pour emploi auprès de l'aviation civile. Voilà. Donc, comme je le disais, nous sommes une unité spécialisée de la gendarmerie nationale. On est placé pour emploi auprès de l'aviation civile. Donc, au sein de la gendarmerie, on est environ 1000 militaires spécialisés, dont la plupart sont en métropole et aussi des unités basées sur les aéroports en Outre-mer. Donc, notre mission, c'est... On va rester terre à terre, là on est vraiment dans les phénomènes inexpliqués, mais là, nous, on va parler des drones, parce que c'est un phénomène qui vient d'arriver récemment. Donc il y a toujours eu des drones, hein, tout le monde se souvient, dans le temps, on avait les petits hélicoptères qu'on essayait de faire voler comme on voulait dans son jardin, ça volait pas bien. Maintenant, les techniques ont évolué, et maintenant, ça marche très très bien. Depuis 3 ans maintenant, ça s'est bien développé, donc la technique s'est développée, comme disait mon collègue, on ne parlera pas trop de technique, parce que c'est pas notre domaine, on va parler de la réglementation. Par contre, si la technique s'est bien développée, la réglementation n'a pas suivi. On a eu des faits il y a 2 ans, enfin même l'année dernière, on a commencé par les survols illicites de centrales nucléaires, ça a commencé par ça, hein, les points d'intérêt vitaux. Donc ça comporte des risques, hein. Les gens n'ont pas pris la mesure de la dangerosité de ces appareils et ils utilisaient ça comme un jouet, quoi. Donc maintenant, suite à ce qui s'est passé l'année dernière sur les centrales nucléaires, ça nous a fait soulever plusieurs problèmes, quoi. Donc déjà les problèmes de menaces pour la sécurité des biens des personnes, ça bien sûr, tout le monde le sait. Et ensuite, la gendarmerie et la DGAC a commencé à étudier sur la réglementation pour que ce soit plus carré. Donc la DGAC donc, a pris 2 arrêtés en 2012, hein, le 11 avril. Alors 2 arrêtés successifs, hein, de la même date, mais il y en a un qui concerne donc la construction et la fabrication des drones. Et le 2e arrêté, c'est pour l'utilisation de ces appareils, qui sont soumis à des autorisations préfectorales dans certains cas, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est de constater et de réprimer les infractions commises avec des drones. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les drones, on ne peut pas s'en servir comme on veut, où on veut. Donc maintenant, c'est réglementé. Et c'est réprimé par le code pénal et par le code des transports. Alors, pour exemple, alors là, on est allé un petit peu vite. La gendarmerie des transports aériens est saisie systématiquement à chaque fois qu'il y a une infraction commise à l'aide d'un drone. Donc bien souvent, ce sont les collègues territoriaux qui sont dans la nature, sur le terrain. Ils sont prévenus de l'utilisation d'un drone et ils nous appellent systématiquement. Nous, on a une procédure à mettre en place en collaboration avec notre le centre de renseignement et d'opération, le CRO, de la GTA, qui est à l'état-major de la GTA à Paris, au siège de la DGAC. Donc on a toute une procédure à mettre en œuvre et on doit faire les enquêtes. Alors les enquêtes, voilà, donc là c'était en 2013, hein, je crois. Alors maintenant, 33, alors maintenant ça a évolué, hein, alors en 2013, maintenant j'ai des nouveaux chiffres, donc maintenant depuis 2013, on est à 104 infractions constatées. Et sur les 104, il y en a eu 80 qui ont été clôturées avec des condamnations. Bon, les condamnations, ça peut aller, donc c'est prévu par le Code des transports, hein, et ça peut aller donc des amendes, des saisies d'appareils et de l'emprisonnement. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a eu deux peines d'emprisonnement avec sursis qui ont été prononcées, avec des saisies d'appareils. Et ça, c'est pour Paris, notamment les survols de drones sur Paris, c'est beaucoup plus dangereux. Voilà, donc autrement, c'est beaucoup de rappels à la loi. Beaucoup de rappels à la loi. Donc vous avez tous, bon, c'est médiatisé, vous voyez à la télé, on voit des drones partout, sur des événements, la presse, tout le monde se sert de drones, quoi.
Donc la réglementation, bah, tu veux parler de la réglementation? Sur les scénarios. Oui. Donc en fait, on va distinguer 4 scénarios hein, au niveau des drones. Le scénario 1, donc là, on a affaire à des drones de moins de 25 kg sur des zones non peuplées. C'est du vol à vue, c'est-à-dire que le télépilote doit obligatoirement avoir le drone en vue. Une altitude maximum de 150 mètres. 150 mètres, c'est vraiment le maximum. Et une distance télépilote-appareil de 100 mètres seulement. Donc ça, le scénario 1, c'est le scénario qu'on voit le plus souvent. On a ensuite le scénario 2. Donc là, toujours pour des appareils de moins de 25 kg, toujours sur les zones non peuplées. En général, c'est toujours sur des zones non peuplées. Mis à part le scénario 3, on va y revenir après. Là, par contre, on a affaire, dans le scénario 2, à du vol aveugle. Le télépilote n'est plus obligé d'avoir son appareil en vue. La hauteur descend donc de 150 mètres à 50 mètres maximum. Et la distance entre le télépilote et son appareil, 1000 mètres. Le scénario 3, donc là qui est quand même soumis à autorisation préfectorale, ça vient du cas par cas, le drone peut survoler des zones peuplées. Pas forcément de la foule, mais des zones peuplées. Le drone doit peser moins de 4 kg, pour une histoire de sécurité, si jamais il venait à tomber. Toujours mieux de prendre 4 kg plutôt que 25 kg, vous comprenez. C'est du vol à vue, 150 mètres d'altitude, 100 mètres maximum entre le télépilote et son appareil. Le scénario 4, donc c'est le dernier scénario, zone non peuplée, l'appareil doit faire moins de 2 kg. Le télépilote n'est plus obligé d'avoir son appareil en vue. La distance est, on va dire, infinie, en général limitée par la durée de batterie de l'appareil. Et l'altitude, 150 mètres. Pas de vol de nuit. Les vols de nuit, juste les ballons captifs peuvent effectuer des vols de nuit. Sinon, c'est étudié au cas par cas par la DGAC et la préfecture. Mais en général, pas de vol de nuit pour les drones. Voilà au niveau des 4 scénarios. Donc on va, ce soir, nous rentrant à notre unité, scanner cette fiche pour qu'ici vous puissiez la voir. Toujours au niveau documentation, c'est quand même pas mal. Après, donc voilà, comme vous avez dit, nous, au niveau des technicités drones, c'est pas notre domaine, on va pas parler des appareils. Maintenant, si vous avez des questions. Major, vous avez fini ? Donc je reviens sur les sanctions, hein. Donc nous on fait la procédure judiciaire hein, en relation avec le parquet. Il existe plusieurs sortes de sanctions, donc il y a déjà la sanction définie par le Code des transports, hein, on en a parlé tout à l'heure là. Ensuite, on peut, si on utilise mal un drone, on peut se mettre en porte-à-faux avec la loi de plusieurs façons. Donc déjà, il y a cette fameuse arrêté qui est sortie là, qui concerne vraiment la circulation aérienne, on va dire. Parce que quand vous utilisez un drone, c'est comme si vous utilisiez un avion. Vous êtes soumis aux règles de l'air. Donc il faut respecter les zones, il faut respecter les couloirs aériens, respecter les survols de hauteur. Il y a plein de choses à respecter, quoi. Donc ça c'est vraiment la partie aéronautique. Ensuite vous pouvez être amené à être poursuivi pour il y a le code pénal aussi, il y a la mise en danger de la vie d'autrui. Donc ça c'est le plus important parce que ça c'est un délit judiciaire hein, qui comporte aussi une peine d'emprisonnement, qui peut même y avoir des accidents. Et quand vous êtes condamné sur autorisation du magistrat, on vous confisque l'appareil. Alors des appareils qui coûtent cher aussi hein, et des amendes. Et ces appareils, vous savez savoir aussi qu'ils peuvent servir dans le cadre des avoirs criminels, c'est-à-dire qu'on vous saisit l'appareil et la justice nous le remet à notre disposition pour pouvoir travailler avec. Comme dans l'exemple, je sais pas, une affaire de trafic de stupéfiants avec un véhicule, la personne est condamnée, on saisit son véhicule parce qu'il a servi à commettre l'infraction, et ce véhicule nous est remis à disposition pour nous faire des surveillances pour aller rechercher d'autres infractions. Donc les drones maintenant sont saisis et nous sont remis à nous, et notamment je crois que la SRGTA dans la 1 ou 2, la section de recherche de la gendarmerie de transport aérien à Paris, qui intervient sur l'ensemble du territoire, s'en servent pour faire, sur les accidents d'avion notamment, pour faire des zones des scènes de crime. Quoi. Voilà. Et ensuite, il y a encore un autre volet de la répression, c'est-à-dire que les gens ont été tentés, il y a une époque de faire ça, c'est de mettre des caméras sur le petit hélicoptère et d'aller filmer les voisins chez eux. Quoi. Donc ça, c'est une atteinte à la vie privée, hein. C'est un délit aussi, et c'est condamnable. Voilà, donc c'est pour vous dire que
Maintenant, c'est plus des jouets, hein, ce sont des avions, c'est des aéronefs, hein, non pilotés, bien sûr, mais il faut respecter la réglementation, et notamment la réglementation aérienne. Voilà, donc là, maintenant, si vous avez des questions... Oui. En ce qui concerne la réglementation des drones, a priori, ça a l'air d'être assez strict. Comment se fait-il que les drones surveillent les centrales atomiques pendant un certain temps, justement, c'est pas possible? Ben justement, voilà, ça a commencé là parce qu'au départ, comme je disais, les appareils ont évolué, la réglementation non. Il y avait un flou au niveau de la réglementation de l'aviation civile. Et quand ça a commencé à survoler les centrales nucléaires l'année dernière, le problème c'est qu'un drone c'est furtif, c'était la nuit, et si on ne tombe pas dessus directement, c'est très difficile d'intercepter. Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a découlé toute cette procédure. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un voit un drone, le temps qu'on nous appelle, nous, on est mis dans la boucle, la GTA. Mais pour la petite histoire, nous ici, Clermont-Ferrand, on a une compétence aéronautique sur les 4 départements de l'Auvergne. Si on appelle sur un fait qui s'est passé à 200 km, le temps qu'on arrive, ou même les collègues de la départementale, le drone il est parti, quoi. Et on n'a aucun moyen pour l'instant, sauf à tirer dessus avec un fusil à pompe ou un truc comme ça pour le faire descendre, quoi. Donc c'est très difficile, ça a été très difficile et... Bah, à ma connaissance, moi, non, mais je sais pas, là, je peux pas vous dire, c'est judiciaire. On en a, pour les centrales nucléaires, je peux pas parler, là. Ça, c'était des faits sur vol de personnes, sur vol de voies publiques, et puis Paris, quoi. Par contre, puis des monuments, c'était beaucoup d'étrangers qui venaient en vacances à Paris, avec leurs petits drones, et ils prenaient en photo l'Arc de Triomphe, voilà. Bon, ça, c'est interdit, et on pouvait les capturer parce qu'il fallait les capturer. On pouvait les interpeller parce qu'on les voyait et puis ils étaient identifiés. Par contre, pour le cas des centrales nucléaires, c'est vrai que c'est un problème. Alors, il y a eu plein d'hypothèses, hein, vous en savez autant que moi, hein, la presse en a beaucoup parlé. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure, j'ai pas l'information. Est-ce qu'il existe un fichier des propriétaires de drones, ceux qui ont les autorisations de voler, qu'on peut consulter quand si on signale un phénomène et pour essayer d'avoir une idée si c'était l'activité? Oui, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fichier. Hein. Déjà, les fichiers, c'est interdit. On ne peut pas avoir de fichier ou un répertoire. Enfin bon, bref, en parlant de fichiers, on parle. Oui. Donc il n'y a pas de fichier pour l'instant. Par contre, c'est dans le scénario 3 qu'on a parlé tout à l'heure, là, c'est soumis à autorisation de la préfecture pour utiliser le drone. Donc là, dans ce moment-là, vous serez, bien sûr, par la force des choses, fiché à la préfecture. Parce que lorsque la préfecture donne l'autorisation de survol, on est destinataire, nous aussi, et on se réserve le droit, on est même obligé de faire des contrôles sur le terrain. Et, si quelqu'un nous signale un phénomène insolite et qu'on veut éliminer cette fonction de drone, donc on se rapproche de la gendarmerie départementale locale, de chez vous en premier temps, ou si vous avez nos coordonnées, vous appelez la PGTA sur l'aéroport le plus proche, et nous on fera le nécessaire, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fichier. Par contre, bon, en parlant de fichiers, vous êtes répertorié pour... On revient à accueilli, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de plainte dans ce cas-là, parce que c'est informatif. Ah oui, tout à fait, non, mais il faut le faire de toute façon. Il faut le faire, là on est sensibilisé là-dessus, maintenant, parce qu'en fait, on en a parlé tout au début, c'est vrai que, outre le caractère dangereux du drone, ça peut servir pour faire des actes illicites, hein. On peut s'en servir pour aller répandre du gaz quelque part, mettre une bombe quelque part, enfin ça peut servir d'arme. C'est pour ça que maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, tout le monde le voit, hein, au travers des médias, donc on est bien sensibilisé là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter si vous voyez un drone qui vous semble bizarre. Bon, si c'est le voisin qui est au-dessus de chez lui, à 5 mètres, en train de filmer son mariage de son fils, il n'y a pas de problème, tant qu'il ne vient pas chez vous, qu'il n'y a pas d'infraction. Par contre, mais si vous voyez vraiment un drone et vous ne savez pas d'où il vient, vous ne voyez pas le pilote, vous voyez le drone qui passe au-dessus de chez vous, si vous arrivez à prendre des photos, bon je sais qu'ici vous êtes tous des photographes, prendre des trucs dans le ciel, donc n'hésitez pas, hein, tout ce qui est photo, nous on s'en servira. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Et je reviens à une chose, c'est que pour le scénario 3, là, donc c'est une autorisation de la préfecture. Par contre, s'il y en a qui sont amenés à faire des demandes en préfecture, rapprochez-vous soit de nous, de la GTA, parce que lorsque vous allez utiliser votre appareil, vous serez en condition de pilote, on va dire. Vous serez pilote de votre appareil et vous serez soumis aux règles de l'aide. Donc, dans les endroits où vous allez voler, vous serez astreint à respecter la circulation aérienne. Donc là, il y aura un protocole que vous allez établir avec la DGAC et qui vous donnera des autorisations, parce que bon, la hauteur maximum c'est 150 mètres pour l'instant, maxi, mais pas partout.
Si vous êtes à côté de la piste de Clermont-Ferrand, vous n'aurez pas l'autorisation d'aller à 150 mètres. Hein, et il faudra les cartes, il faudra prévenir la tour, il faudra un téléphone portable. Donc là, il y a un protocole qui est fait entre l'utilisateur, en fait, le pilote, l'autopilote, le télépilote, ouais, le télépilote et l'aviation civile. Dans les veillées qu'on a tendance à faire, nous, avec Opération Suricate ou d'autres groupes, on est quand même amené à devoir utiliser des outils assez variés, on va dire. Est-ce que si par exemple, pour X raison, on vient utiliser le drone tout en suivant la législation, il faut mieux se rapprocher soit de la préfecture ou de la GTA, ou voire même de la gendarmerie locale? Ouais, je pense. Dans le cadre de vos activités, vous utilisez des drones. Éventuellement. Donc là, comme vous êtes, voilà. Donc en plus vol de nuit. Donc vous êtes assimilé à une association en fait. Donc dans le cadre de votre association, vous allez utiliser un drone. Vous n'êtes pas les professionnels, mais en plus vous allez voler la nuit, comme dit le collègue. Donc moi, le mieux, c'est de prendre contact avec votre préfecture locale et leur expliquer. Et eux vont vous délivrer parce qu'il faut le propriétaire de l'appareil, le pilote. Et après, la préfecture va vous délivrer les autorisations de survol. Et là, au moins, nous, on sera au courant. Enfin, dans j'ai vu qu'il y avait plusieurs régions, là, les gens du Midi, là-bas. Donc, tout le monde fait pareil à son niveau. Et après, vous aurez des autorisations soit nationales, soit régionales, pour utiliser vos drones. Sans moi, vous serez tranquille, quoi. Moi, je pense que c'est le mieux. Bah voilà, c'est vous qui faites la demande. Vous faites la demande à la préfecture et ils vont vous guider, ils ont l'habitude. On reçoit, nous, régulièrement les autorisations des préfectures. C'est carré, hein. Il y a les secteurs, il y a les noms, c'est nominatif, il y a les hauteurs de survol, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, au moins, éventuellement, vous mettez, voilà, ouais, surtout vous, pour la nuit, parce que vous travaillez beaucoup la nuit, en fait. Voilà. Sur des sites où il y a soit des grandes plaines, soit des champs, soit des machins comme ça, donc d'une certaine manière, en règle générale, on se trouve sur des lieux où, au niveau des dangers pour autrui, on est quand même assez écarté. Après, il peut y avoir un passant qui est dans le coin, il faut en être conscient, mais il n'y a pas de risque zéro, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Et comme je disais, pour vous, pour votre association, Suricate, c'est pas une association, voilà. Donc dans le cadre de votre association, vous allez être amené à travailler la nuit surtout. Donc la nuit c'est interdit, alors pour ne pas être embêté, vous avez l'autorisation de la préfecture, vous avez vu la DGAC, vous avez votre protocole. Moi je vous conseille de le faire. Au niveau des sanctions, que je filme la voisine, que je fasse voler de nuit, que je crée un accident, est-ce qu'il y a une échelle de graduation au niveau des sanctions, de l'amende, du sursis, du ferme? Je sais que les lois se durcissent de plus en plus. Où est-ce qu'on va en fait avec ces lois sur la législation, concrètement parlant? Je fais voler un drone, est-ce que je vais en prison maintenant? Bon, maintenant non, vous voyez, personne n'y est allé encore. Hein. Il y en a 2 qui ont eu chaud, ils ont eu du sursis. Par contre, c'est des infractions caractérisées dangereuses. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du judiciaire en fait. C'est des infractions judiciaires, hein, donc on fait l'enquête. Donc après, la graduation de la peine se fera au niveau du tribunal. Donc après, tout va être pris en compte. Si c'est la nuit au-dessus des rassemblements de personnes, que c'est dangereux. Si c'est, comme le disait tout à l'heure votre collègue, si c'est au milieu d'un champ, bon, vous avez gêné personne, mais quelqu'un s'est plaint. Si c'est la répétition des faits, s'il y a de la récidive, si... je ne sais pas, il y a plein de choses qui entrent en compte. On parlait tout à l'heure, vous parliez de voisins, si on n'a pas le droit sauf avec son autorisation, bien sûr. Donc après, la peine, c'est en fonction de la gravité déjà, et puis après, c'est le tribunal qui décide, quoi. C'est comme toute infraction, infraction au code de la route, infraction pour n'importe quoi, dès que ça passe au tribunal, c'est le juge qui décide. Donc, comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y a une graduation, et là, maintenant, je pense que c'est pour faire prendre conscience à tout le monde que c'est plus un jouet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Maintenant, c'est réglementé, c'est considéré comme un avion, et il faut que les gens ne fassent plus n'importe quoi. En fait, ça veut dire que si demain je vais à la FNAC m'acheter un drone avec une caméra à 40 €, j'ai la même sanction pénale que si j'achetais un drone à 5 000 € et que je faisais la même chose. Ou pas? Oui. Ah bah, tout à fait, oui. Oui, un drone, c'est un drone, hein, de toute façon, qu'il soit... ce serait même... parce que vous parlez en fonction du prix du drone. On peut te la question. J'ai la carte.
Carrefour, à la Fnac, j'ai un petit drone à 30 €, c'est pas cher. Bon, c'est qui, je vais l'acheter, il en vend, donc c'est le petit jouet, je vais le faire voler. C'est pas le drone professionnel. On peut se poser la question, ça reste un jouet. Mais légalement parlant, ça reste un drone, donc la sanction peut même, pour un petit drone à 30 €, peut-être une grosse amende ou du sursis même. Ah, tout à fait. Vous prenez un drone à 2000 €, je sais pas, ou 10 000, enfin, voilà, un drone à 10 000 €, truc de professionnel. Vous survolez la maison d'un voisin, là, sans faire exprès, il dépose plainte, voilà. Vous allez être condamné. Vous achetez un drone à 30 €. Vous mettez une caméra, vous allez surveiller la centrale nucléaire, vous allez ramasser encore pire. Hein. Donc le prix n'a rien à voir, en fait. Là, on sort du drone, je parle des ULM. Vous me confirmez que le vol de nuit est interdit pour les ULM? Non? Les ULM ont le droit de voler la nuit? De toute façon, en cas du vol de nuit, oui, bien sûr. Le pilote, que l'appareil soit... Non, je comprends pas. Hein. Il faut que l'appareil soit équipé, que le pilote soit équipé, qu'il soit... Non, la nuit... ULM est interdit. Ouais. Interdit. Oui, c'est... Ouais. Il me semble. Vous avez le Delta, le petit moteur derrière. Vous avez maintenant le véritable. Il faut que je revoie mes cours, mais il me semble que c'est interdit. Oui, il faut être équipé. Qu'il soit équipé, hein, que le pilote soit en règle, qu'il ait la formation au vol de nuit, que les conditions météo soient... C'est comme un avion il vole de nuit, petit avion vol de nuit. Voilà, ouais. Non, je crois pas. Hein. Bah, non. Ouais, il faut que tu... Il y a un équipement minimum, hein. Il y a la formation minimum du pilote. Il n'y a pas d'interdiction formelle. Non, parce que... Si l'ULM est équipé avec des feux, Il me semble que... Ah bah il faut qu'il soit équipé. le petit avec le Delta... Ah bah non, bah bien sûr. Voilà, mais il faut que s'il est équipé vol de nuit avec les équipements de nuit nécessaires et puis que le pilote est qualifié pour la nuit et que la météo, parce que la météo rentre en ronde de compte pour le vol VFR de nuit, si tous les éléments sont réunis, il est en règle, non? Dans le cadre de l'utilisation des drones la nuit par rapport à des professionnels, est-ce qu'il y a une législation sur les feux anti-collision, sur l'identification de ces drones, justement? Justement, non, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Les drones, ils sont comme ils sont. Hein. Il y en a qui ont des feux, il y en a qui ont... Bon, là, c'est plus technique. Moi, je ne suis pas la partie technique, mais il y a de tout dans les drones. Et ce serait bien maintenant, justement, à l'avenir, c'est que la réglementation, sans se durcir plus, mais en étant un peu plus précise, en obligeant les constructeurs à équiper leurs drones, comme des avions, avec les lumières. Et puis, au moins, on en parlait tout à l'heure à la Fnac, là, sur les boîtes... Quand on achète un drone à 40 €, mettre une petite de la réglementation, au moins les articles de la réglementation, et savoir que c'est réglementé. Parce que maintenant, on va dans les magasins, il n'y a rien. Quoi. On achète le drone tel qu'il est, parce que les constructeurs... maintenant, ça commence à changer avec l'arrêté du 2012. Là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui impose... De toute façon, les drones sont interdits la nuit. Alors maintenant, est-ce que pour le travail, si vous avez des autorisations, est-ce que la préfecture va peut-être vous imposera d'avoir un drone équipé de lumière, hein, ça, voilà. Oui, la nuit, c'est comme les ULM, on parlait tout à l'heure, il y a un équipement minima obligatoire pour le vol de nuit. Donc du moment où le drone, ça sera obligé de toute façon, pour la nuit, si en plus il y a une dérogation pour voler la nuit, il sera obligatoire d'avoir les feux, oui, bien sûr, ça c'est la moindre, ce sera le minima. Hein. De toute façon, pour les drones, il faut partir du principe que le vol de nuit est interdit. Mis à part pour les ballons captifs. Après, c'est étudié vraiment au cas par cas pour avoir une dérogation pour voler la nuit. Donc là, oui, il faut les feux, les lumières, mais c'est vraiment au cas par cas. On part du principe que c'est interdit. Dans les cas de figure, le gars, il va avoir une autorisation de la préfecture. Oui. Ah bah oui. De toute façon, un vol de nuit, oui. Je vous dis, c'est vraiment au cas par cas. Hein. C'est pas, on distribue pas la dérogation comme ça. Ah, c'est pas... Pour les avions, comme je disais tout à l'heure, pour le vol de nuit, c'est pas une autorisation, c'est la réglementation. La réglementation impose un avion équipé pour la nuit, un pilote formé pour la nuit, hein, c'est assez... et puis la météo, enfin il y a plein de choses réglementaires qui doivent être réunies pour pouvoir voler la nuit. Là, il n'y a pas d'autorisation en fait. Voilà. Par rapport à un drone, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Enfin, pour la nuit, on ne sait pas si... Il faudra la lumière, c'est sûr, mais...
ma propriété, je lui tire dessus, j'ai le droit. Bah non. Bah, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, déjà, pour commencer. Et ensuite, il y a des services qui sont là, donc non, on n'a pas le droit. Et puis imaginez, vous tirez sur votre drone, il passe au-dessus de chez vous. Bien sûr, vous êtes chez vous, vous tirez dessus, il tombe sur la voisine, et il tue le gamin. C'est vous qui allez en prison, ce ne sera pas le propriétaire du drone, hein, je pense pas. Non, il ne faut pas s'amuser à ça. Comme je disais tout à l'heure, hein, si vous voyez quelque chose, essayez de le photographier, de le filmer, appelez votre gendarmerie locale, appelez-nous, par l'intermédiaire, et nous on fera une enquête. C'est à nous à faire ça, c'est vous qui allez avoir des ennuis. Non, elle n'est pas bête et méchante. Du tout. Ah ouais, non, c'est sûr, bien sûr. Non, mais ne le faites pas, sincèrement, parce que déjà, vous n'avez pas le droit. On ne peut pas se faire justice soi-même, comme j'ai dit. Mais en plus, si vous blessez quelqu'un de votre fait, c'est vous qui serez responsable. Les drones, ils ont une identification, une plaque, un numéro. Non. Alors peut-être que les drones, des drones professionnels, on va dire, des gros trucs haut de gamme et tout, peut-être qu'ils sont répertoriés quelque part pour le constructeur, mais comme celui qu'on va acheter à la FNAC, il n'y a rien dessus. Hein, pour les gros, pour les trucs professionnels, hein, je suis sûr, là, parce que bon, il y a des trucs qui sont balèzes quand même. Hein. J'ai même entendu, enfin, vous êtes mieux au courant que moi, ils veulent faire des drones qui vont porter jusqu'à, je sais plus, 20 kg pour l'aide humanitaire. Vous avez vu, non? 250. Donc là, à mon avis, ça va être des trucs balèzes. Et là, je pense que le constructeur, il va peut-être les répertorier, je sais pas. 250 kg. Alors peut-être après pour... Charge utile. De charge utile. Voilà, ouais. Donc là, après, à mon avis, ça va être des mini-avions. Donc là, à mon avis, le constructeur, il va essayer de se protéger. Ça va être des gros moteurs, ça va... Mais pour le marketing ou autre, il va... Voilà, il va se protéger. Mais autrement, ceux qu'on achète là, en ce moment, non, il n'y a aucun registre. Bah oui. Oui. Bon, les militaires sont autre chose. Je sais pas, vous envoyez beaucoup des militaires quand vous faites vos observations la nuit? Non? Oh, je pense, oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'en ai parlé, non? On nous a demandé en interne à la gendarmerie. Voilà, donc je peux vous le dire, c'est pas un secret, hein, on nous a demandé, parce que bon, on est sur le terrain les premiers, on constate les infractions, et au niveau de notre direction générale de la gendarmerie nationale à Paris, on nous a demandé à chaque gendarme d'étudier, enfin de chercher si quelqu'un savait trouver un moyen de neutraliser un drone. Donc après, bah, ça veut dire que pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont trouvé, j'espère que oui, je pense qu'il y a des moyens. Donc nous, le moyen plus radical, c'était comme monsieur là, mettre un coup de fusil, mais nous on a le droit, nous, au-dessus d'une centrale nucléaire, on a le droit de tirer un coup de fusil dans le drone. Par contre, après, avec tous les moyens techniques que vous connaissez beaucoup mieux que moi, avec tous les moyens radio, avec les télécommandes et tout, il y a peut-être des moyens de contre-mesure, je pense. Et je pense que les militaires déjà, parce que là, on est sur le drone civil, le drone militaire, ça fait des années déjà qu'il est opérationnel, avec des belles machines, et je pense que eux, les militaires, ont déjà la réponse. Peut-être, oui. Je pense, oui. Voilà, c'est ce que je disais, voilà, vous voyez, les gens connaissent beaucoup mieux que moi là. Voilà. Ouais, bien sûr, mais il y a toujours le risque aussi de, ce qu'il faudrait, c'est prendre la main dessus. Enfin, c'est pas, là je déborde un peu de mon sujet, mais c'est prendre la main sur l'appareil pour le faire revenir à nous, parce qu'on en a besoin déjà dans le cadre de notre enquête, pour déterminer le pilote, pour voir s'il a une caméra, saisir les photos, les caméras. Et ensuite, c'est éviter qu'il tombe sur quelqu'un et qu'il blesse quelqu'un. Donc le but, hein, bon là c'est moi, je m'engage, hein, c'est de prendre la main dessus pour le faire revenir à nous, pour l'utiliser, voilà. Parce que le faire descendre, s'il blesse quelqu'un, c'est pas bon non plus. En plus, bien sûr. Et puis récupérer l'appareil pour nous après, pour les avoir judiciaires, criminels. Ouais, donc là c'est du technique, hein, vous voyez, moi je... C'est pareil, il faut être à côté. Dans ce cas-là, il faudrait que chaque centrale nucléaire soit équipée avec un personnel qui est apte et qui est formé pour ça. Autour de chaque... Il n'y a pas que les centrales nucléaires, hein, tous les points d'intérêt vitaux, hein, les monuments historiques, les rassemblements de personnes, les maisons d'arrêt, enfin il y a plein de choses quoi, qui sont interdites de survol, quoi. Mais après...
il atterrit directement, il vient au pied du bec à la radio. Oui, mais quand il est bien piloté, parce que tout à l'heure on parlait du scénario 4 là. Ah oui, il va descendre. Il monte et il descend directement. Ouais. Vous parlez de maison d'arrêt, vous n'avez pas eu de cas de livraison de la chiche. C'est une question comme ça. Non. Toutes les informations qu'on a eues là, c'est des... Non, il n'y en a pas eu, non. Ouais. Non, et bon, pour votre information, là je parle au niveau de la gendarmerie en général, de la GTA en particulier, parce que c'est notre domaine. Par contre, nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour nous, on est basé à Clermont-Ferrand, sur l'aéroport, et notre domaine d'action, notre circonscription, c'est les 4 départements du... les 4 départements de l'Auvergne. Et depuis l'année dernière, déjà on n'a pas de centrale nucléaire sur notre circo, donc ça nous arrange, parce que les collègues de Lyon, là, Chambéry et Grenoble, ils débrouillent, ils en ont pris, hein, ils sont dans les 108 là. Et donc nous on n'a pas de centrale nucléaire, et on a bon la maison d'arrêt, les maisons d'arrêt on en a, mais on n'a pas de cas, personnellement pour nous. C'est une question parce que bon, effectivement, ça semble. Bah, ça serait plutôt, enfin, sur un point d'intérêt vital comme une maison d'arrêt, ce serait pas de la drogue qu'ils emmèneraient, c'est des armes, je pense. Balancer des armes à l'intérieur, ça c'est dangereux ça. Parce que les mecs après, quand ils sont dans la cour en train de se récupérer les armes, les gardiens sont pas armés, hein, en bas. Oui, d'accord, mais enfin si... Ouais, non, mais... Enfin, ce serait plus dangereux à ce niveau des armes plutôt que de la drogue. La drogue, ils en auront quand ils sortiront. En ce qui concerne le pilotage, nous faut un permis de conduire pour conduire une voiture, mais pour piloter un drone, est-ce qu'ils font un permis spécial, brevet de pilote ou quel autre papier Oui et non. Oui et non, parce que dans la majorité des cas, non, parce qu'on achète un petit drone qu'on va faire piloter chez soi, on respecte la réglementation, on n'a besoin de rien. Par contre, il y a une personne qui est en train de le passer. Voilà. Hein. Donc là, c'est pour travailler avec, en fait. Et après, ce sera soumis, voilà. Donc là, si vous voulez parler de votre formation, ce serait... J'ai suivi une formation d'une semaine dans un centre agréé de pilotage de drones. Donc c'était en vue de l'obtention déjà de mon diplôme pratique. Maintenant, il me reste à finaliser l'obtention du diplôme théorique. C'est le diplôme du LM. Donc t'as pas le code, quoi. J'ai pas le code, mais j'ai la pratique. Ces drones, ils font un certain poids déjà, non? Là, il est tout petit, celui que j'ai. Voilà. Mais là, c'est dans le cadre d'une activité. Parce que là, il va s'en servir. Voilà, comme je disais, quand on achète un drone à la FNAC, on n'a besoin de rien. C'est pour du loisir, il n'y a pas de poids. Pour l'instant. Peut-être que la réglementation va évoluer dans les années à venir, mais pour l'instant, on s'achète son petit drone tranquille, on n'a besoin de rien. Par contre, après, pour faire une activité, ou après professionnelle, comme on disait tout à l'heure, travailler la nuit, travailler à proximité des zones réglementées ou des aéroports, là, il faut passer un permis. On a commencé. Donc au final, ça fait en sorte que n'importe qui peut piloter. Donc bon, le il pourra acheter sans problème, mais quelqu'un qui ne connaît strictement rien piloter, je vais pouvoir piloter. Bah oui, ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et les gens, là, on nous a demandé, on fait une formation, une sensibilisation sur les drones, parce que ça s'est développé tellement vite que les gens, en fait, c'est pas c'est de l'ignorance en fait. On va dans un magasin, on s'achète un drone, c'est rigolo, mais on ne sait pas qu'il faut pas dépasser telle altitude, telle hauteur. On ne sait pas, c'est de l'ignorance. C'est pour ça que la réglementation s'est durcie, et en plus de ça, suite aux attentats, sur la menace qu'on a en ce moment sur le pays, tout ça c'est lié, c'est pour ça que ça fait vraiment vite, quoi. Ils n'ont pas anticipé l'évolution technique. Ça n'a pas suivi. Voilà, c'est ce que je disais, hein, par contre les drones, eux, ils ont évolué. Très vite. Pour revenir à votre question, il faut savoir que pour les scénarios où le télépilote n'a pas son appareil en visuel, il faut qu'il ait le brevet de pilote, même planeur, avion, et totaliser 100 heures de pratique.
Par contre, ça, c'est pour les professionnels, hein. Pour le loisir, il n'y a pas besoin de tout ça. Et pour donc les scénarii, le télépilote voit son appareil, il doit obtenir la théorie pilote, juste la théorie, d'accord? C'est ce que vous êtes en train de passer, c'est ça? Donc vous nous avez ramené le drone, le fantôme. Ouais. Il n'y a pas les hélices là. Je mets la manette de côté. Hein? Venez, hein. Voilà, que tout le monde puisse le voir. Alors, je vais vous passer le micro. Je vais expliquer comment tout cela fonctionne. Il y a encore la radio commande. Donc ça c'est un petit drone quadricoptère. Projet. Voilà, comme une glace. Comment? Comme une glace. Ah, comme une glace. Ça permet de faire de l'imagerie, de la vidéo, enfin photo et vidéo. Une portée avec la législation de 150 mètres. Maximum, je crois que c'est 500 mètres. On ne peut pas aller plus haut. Ouais. Il est bridé. Durée de vol 22 à 25 minutes. Sur la radiocommande, on peut avoir toutes les informations en retour vidéo, donc sur une tablette qu'on adapte ici. Et on a toutes les informations de vol, donc la distance, la hauteur. On contrôle aussi la caméra. Là, tel qu'il est, il fait même pas 1 kilo. Là. Il n'est pas très lourd. C'est la batterie qui pèse le plus dans le drone. Le prix, 1500 €. Là. En charge utile, tu peux mettre combien? On peut pas lui mettre de charge. D'accord, c'est juste la caméra. Ouais. Il peut monter jusqu'à quelle altitude? Normalement 150. Oui. Après, je sais pas. Comme il est bridé à 500, donc ça doit être 500 pour la hauteur aussi. Puis 500 en horizontal. Après, c'est la portée de... Ouais, après on perd le signal. Mais il a un système en fait de retour automatique. Si jamais on le perd, on ne sait pas où il est. On a un petit bouton à appuyer et il revient se poser là où il a décollé. Tout seul. En gros, ça veut dire qu'on a un produit qui peut monter vendu à 500 mètres, ouais. Alors que la loi nous impose 150 mètres. Ouais. Voilà. Normalement... C'est ça, comme les voitures. Ouais, comme les bagnoles. Comment? Une question? Au niveau de la mer, il est à 500 mètres, il est ici à Champs. Quelle altitude il va monter? En fait, c'est pas... 150. Alors réglementairement, c'est pas une altitude, hein, c'est une hauteur en fait, par rapport au niveau du sol. Oui, mais là on parle de hauteur en fait. Là, si vous êtes au niveau de la mer, vous serez à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là, vous êtes ici, si on est à 500 mètres, on sera à 650 mètres par rapport au niveau de la mer. On parle au niveau du sol. Ah, on parle pas au niveau de la mer là. Voilà. Il faut faire la différence entre le niveau de la mer et le niveau où on se trouve. Alors, ça sera toujours limité. Là, ici, je sais pas, on est où, Aurillac, on a combien là? On est à 1000, on va dire, si on est à 1000 mètres, eh ben, si vous volez, on appelle ça au QNH, si vous volez au niveau de la mer, on va dire, vous pourrez
voler, votre appareil sera à 1150. Voilà. Et par rapport au sol, il sera qu'à 150. C'est par rapport au sol. Si. Bah oui. Bah autrement, et regardez, si c'était 150 mètres par rapport au niveau de la mer, ici, si on a 1000 mètres, on ne peut pas décoller, hein, j'ai en infraction, même posé au sol. Là, il est en infraction, là. Ah, vous parlez techniquement, vous? Non, non, c'est pas ça. On parlait réglementairement, là. Réglementairement, là, ici, si on estime qu'on est à Aurillac, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, l'ULM, là, il est posé à 1000 mètres par rapport à la mer. Donc, il est déjà en infraction, c'est 150 mètres par rapport au sol. Ah, bah, ça, après, oui, il décollerait, bien sûr. Oui. Non, mais je parle réglementairement, là. Voilà. On parle de plafond de vol. Donc, un plafond de vol, c'est un effet par rapport où on se trouve. Voilà. Après, par rapport au niveau de la mer, bien sûr, là, c'est sûr que là, on va cumuler les altitudes après. On parle d'altitude. Voilà. Bon, écoutez... Non, non. Parce que je pensais justement par rapport au plafond de vol, est-ce que c'est pas un petit peu vicieux dans le sens où si je suis sur une colline, une montagne, avec le ravin, je sais pas, je suis en randonnée avec mon drone, je monte à 1000 mètres d'altitude en rando, je le pose à côté de moi au sol, je le fais décoller à 30 mètres, il va avancer, il va être au-dessus du ravin, il y a 1000 mètres de dénivelé. Par rapport à mon point, ça n'a rien à... Je suis en infraction totale, forcément. Il faudra suivre la topographie du terrain et puis suivre que le drone ne soit jamais au-dessus de 150 mètres par rapport à l'endroit, par rapport au sol en fait. Donc si vous êtes sur une colline et que vous allez commencer à le faire partir, il faudra automatiquement suivre le profil du terrain. Comme pour les avions, comme pour les hélicoptères. En fait, ça a été fait pour ça, pour ne pas aller trop haut, pour ne pas interférer avec les avions. Oui. Bon, de toute façon, oui, il y a une tolérance. Si vous n'allez pas exprès monter sur une colline pour gagner 50 mètres. Enfin. Donc là, après, voilà, justement, après, si on de l'enquête effectuée, on en parlait tout à l'heure, pour les sanctions, la gravité de la peine sera, il a fait exprès de monter à 100 mètres au-dessus pour regagner 100 mètres par rapport. Donc là, le juge, il ne va pas comprendre qu'il va dire bon, d'accord. Si, il va comprendre. Il va comprendre. La législation dit 150. C'est un peu comme les voitures. Sur des voitures par 250, c'est ce qu'on vient d'évoquer juste avant, oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les voitures, c'est le même problème. Hein. Et là, justement, on parlait de l'évolution de la réglementation, on parlait des feux, les obliger à être identifiés, des plaques, mettre des feux. Peut-être qu'à l'avenir, la loi va leur imposer aux constructeurs de les brider à 150 mètres. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Pour les voitures, c'est les lots. Oui, mais les Allemands, ils ne veulent pas changer les voitures. Oui, ah oui, mais non, les Allemands, ils ont des autoroutes, on peut rouler en vitesse. Enfin, pour les voitures, ça, mais je reviens à mon drone, ça va être difficile quand même de le brider à 150 mètres, parce que justement, là, il est bridé à 500 mètres, mais 500 mètres, c'est... Par rapport à la radiocommande. Ah d'accord, voilà. Donc c'est donc, par rapport à la télécommande. Donc entre la télécommande et l'appareil, quand il va dépasser les 500 mètres de distance, il va se bloquer. Par contre, on ne peut pas justement, ce qu'on parlait tout de suite là, le brider par rapport à une altitude. Parce que ici, on est déjà à 1000 mètres. Alors s'il est bridé à 500 mètres, il ne pourra jamais décoller, il va rester au sol. Et après, si on bouge, voilà, non, c'est vrai, il est bridé par rapport à la télécommande. Tout à fait. Voilà, c'est plus clair. La distance, c'est par rapport à la télécommande, pour le signal. Voilà, c'est plus clair là. Est-ce qu'actuellement les radars arrivent à détecter ce genre de choses? Les radars de... C'est trop petit, non? Alors ça dépend des endroits. Il y a des radars primaires, radars secondaires. Il y a des radars maintenant qui arrivent à voir des choses extrêmement petites. Mais là c'est tellement petit et nos radars sont tellement loin et c'est tellement bas en fait que j'ai du mal à... En plus ici c'est une région montagneuse, donc ça va être difficile. Peut-être qu'un AWACS il le verrait peut-être. Ah ouais, je crois qu'il y aurait un faucon. Hein. Les radars de sémaphore aussi, de la marine nationale. Oui, mais là, ouais. Mais bon, là, en général, c'est plus plat.
Voilà, parce que là, ici, en montagne, sur les régions montagneuses... Sémaphore, ils font de 0, c'est-à-dire au niveau de la mer, 82 mètres. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais par contre, non, mais je reviens sur mon AWACS, là, je suis sûr que... Eux, ils voient tout. Ouais. Ça va coûter cher, hein. Et sans vouloir, je dirais, effleurer un peu tout ce qui est sécuritaire, au niveau des centrales et tout ça, est-ce qu'ils ont actuellement les moyens de les bloquer? On a parlé tout à l'heure, une question. Non, mais je veux dire, quelqu'un m'a posé la question de savoir. On a parlé des centrales nucléaires. Donc c'est là que ça a lancé le pôle de la polémique. Et donc il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Bon, moi je ne connais pas tout, mais comme je disais, les militaires, ils sont tellement bien dans le sujet depuis des années, qu'à mon avis, oui, il y a des parades qui sont trouvées. Mais bon, on ne va pas dire tout de suite. Voilà. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas au courant. Je sais que c'est des recherches, c'est des études qui sont faites. Il y a des moyens, c'est sûr, bien sûr, il y en a. Sur tous les rassemblements, il n'y a pas que les centrales nucléaires. Vous voyez, le défilé du 14 juillet à Paris, là, avec tous les présidents, tous les chefs d'État, tout le monde qui... Là, il va y avoir des dispositifs, à mon avis, que personne n'a vu et qui existaient vraiment. Hein. Ça, c'est clair. Les rassemblements de personnes, le 14 juillet à Paris. Voilà. Si, il y a des moyens, c'est sûr. Heureusement. Pardon ? Oh, mais eux, ils ont la main dessus, ils ont la maîtrise, hein, depuis le temps. Bah écoutez, moi je sais pas, monsieur le directeur. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que donc le major et les gendarmes vont s'installer à la table juste derrière. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, discuter tranquillement avec. Ils seront là encore pour environ une bonne demi-heure. Et s'il n'y a donc plus de questions publiques, je vous annonce que la prochaine conférence sera à 16h30 par Raymond Piccoli, donc spécialiste du laboratoire de recherche sur la foudre à Champs-sur-Tarentaine, et qui nous présentera une conférence sur la foudre en boule à 16h30. Merci.